Mesdames et messieurs, bienvenue à Questions électorales. La campagne médiatique en cours dans le cadre des prochaines législatives lève un coin de voile sur les projets de législature des partis en compétition. Bien au-delà du duel mouvance-opposition, l'embarras des électeurs est perceptible au regard du foisonnement de l'offre politique, a déclaré un quotidien d'information. La campagne médiatique, une semaine après, que retenir? C'est la thématique que nous abordons ce jour dans Questions électorales et notre invité, Agapite Napoléon Maforican, expert électoral, nous aidera à passer au peigne fin le sujet. Agapite Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour à tout le plateau, bonjour à nos téléspectateurs ici et là. Modeste Dossou-Togbe est également avec nous sur ce plateau. À nouveau, bonjour. Bonjour Uchedi, bonjour aux consultants et bonjour aux téléspectateurs. Les législatives du 8 janvier prochain restent inclusives. Depuis une semaine, les partis politiques en lice s'affrontent sur les médias. Agapite Napoléon Maforican, de façon générale, que pouvons-nous retenir des 7 jours après le démarrage officiel de la campagne médiatique? Écoutez, sur la sémantique inclusive, il faut mettre en griffe parce que une élection, comme je l'ai dit toujours, ne peut pas inclure, tout le monde ne peut pas y participer. C'est déjà sélectif à participer à une élection. Il faut remplir les conditions. Et donc, seuls ceux qui remplissent les conditions, ils sont. Donc, le thème inclusif est absolument impropre. Dans une démocratie où les règles sont claires. C'est de l'abus et de la pression sur les organes des élections que de sortir ce vocable inclusif. Et il est sorti des laboratoires de la société civile et de certains partenaires au développement, disons, des ONG internationales qui pensent qu'en Afrique, il faut mettre la pression sur le gouvernement et qui sont appuyés par certaines chancelleries. Je pense que le langage inclusif, il faut, quand on veut l'utiliser pour se faire comprendre de tout le monde, je pense qu'il faut le mettre entre les deux griffes pour laisser la paternité à ceux qui l'ont inventé et qui mettent un contenu flou et disons qui ne responsabilisent pas les partis politiques ou les candidats et qui tendent à croire que nos institutions ne sont pas aussi crédibles pour organiser et pour faire des choix rationnels. Voilà. Donc ça, c'est d'abord au niveau de la rigueur du contenu. En tant que technicien, en tant qu'expert électoral, je pense que cette expression inclusive n'existe nulle part dans aucun bon document sérieux, mais c'est les inventions tropicales et avec l'aide des laboratoires des ONG internationales et des OSCE de nos pays. Cela dit, une semaine après la campagne électorale qui quand même mobilise les différentes tendances du pays aujourd'hui et dont on peut se satisfaire et qui tendent à dire que elle est inclusive, donc j'utilise l'expression en griffe. Donc, on peut dire que oui, ça se passe très bien. J'ai écouté quelqu'un le dire dans les reportages faits. Quelqu'un disait que oui, mais une semaine, tout se passe bien. Globalement, oui, tout se passe bien. Moi, je pense qu'on est dans le tempo. On est dans le tempo, c'est la première semaine. On ne va pas demander aux candidats de sortir toute leur artillerie. On est à la veille des fêtes de fin d'année. Ce qui aujourd'hui préoccupe les citoyens, la population, c'est d'abord les fêtes. Quand vous leur demandez l'élection, vous faites demander d'abord fêtes. Et donc, voilà. Ensuite, l'observation générale que j'ai, c'est qu'on a des partis qui sont déjà prêts. Il y a des partis qui sont des partis de gouvernement, donc ils commencent ce qu'on appelle projet de législature. Et il y a des partis qui transforment cette élection en élection, disons, générale, en élection présidentielle particulièrement, où ils présentent leur projet de société, où ils veulent changer la vie des Béninois, ils veulent changer la vie de chaque couche ici, ils veulent changer de certains paradigmes qui ne peuvent être changés uniquement par le Parlement, parce que l'exécutif, je l'ai déjà dit une fois, est un élément essentiel de la vie parlementaire. La vie parlementaire ne peut pas se concevoir sans l'exécutif. Et je l'ai dit, la Constitution c'est tellement ainsi que la Constitution a prévu les relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est les seuls liens gérés directement par la Constitution. Donc les relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui dans le système présidentiel dans lequel nous sommes, malgré ce système, dire que vous êtes un parlementaire qui va changer quelque chose lorsque vous ne prenez pas la langue avec le gouvernement, lorsque vous n'essayez pas dans votre stratégie
Quel type de relation vous allez avoir avec le gouvernement? J'entends les gens dire, ils vont changer ici, ils vont changer telle loi, ils vont changer telle loi. D'accord, mais dans quelles conditions vous allez changer ça? C'est pas aussi évident. Et vous allez le changer pour quelle application rationnelle? De quel gouvernement que vous ne pouvez pas destituer? Donc c'est un peu ça, en réalité. Donc il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. On a écouté des débats donc, au niveau de la campagne, de manière générale, sur les places publiques, les grandes affiches. Chacun y va de ses moyens, de sa stratégie. Mais on peut dire que toutes les listes, tous les partis en liste, on leur affiche un peu partout, avec des fortunes diverses, mais ils sont toujours là. Très peu de grandes réunions. Il y a eu les lancements de campagne, mais il n'y a pas encore eu d'autres types de grands meetings. Il y en aura sans doute dans la deuxième semaine après les fêtes. Du point de vue médiatique, il y a les débats, il y a le message. Bon, écoutez, j'entends dire jeunes, j'entends un parti parler de jeunes. Mais moi, je voudrais dire à la jeunesse qu'il n'y a pas un parti, il n'y a pas un gouvernement de jeunes. Il n'y a pas une législation de jeunes. La société, elle est une société de jeunes sans anciens va être quoi? Une société d'anciens sans jeunes va être quoi? Est-ce que c'est concevable? Comment on va dire les jeunes? Et puis c'est qui le jeune? Le jeune qui a 40 ans aujourd'hui ou a 43 ans à la fin de la législature, on va te dire, bon, je suis le parti des jeunes. Il a 10 ans, je vais continuer de parti des jeunes, ou bien le parti va me muter pour être parti des vieux. C'est un manque de... Oui. C'est juste pour que les jeunes soient plus représentés à l'Assemblée Il faut nationale. poser les problèmes que vous allez résoudre au lieu de parler de jeunes. La société, vous n'allez pas réinventer la société. Elle est composée d'hommes et de femmes. Elle est composée de jeunes et de vieux. Et c'est qui les jeunes, par ailleurs? Moi, je continue de me poser cette question. Notre constitution estime qu'à 40 ans, vous n'êtes pas, à 39 ans, vous n'êtes pas capable de gouverner le pays. Donc, vous êtes irresponsable à la limite. Voilà ce que dit la constitution. Au même temps, ça veut dire quoi? Que logiquement, à moins de 40 ans, vous n'êtes pas mûr pour diriger notre pays. Alors, si on s'en va ici, alors si vous dites que le Parlement est pour les jeunes, alors, vous ne pouvez pas diriger le pays à moins de 40 ans, mais la législature sera pour vous. Parce que j'estime que, au-delà de 40 ans, on peut plus dire qu'on est jeune, on est adulte, mature. On n'est pas vieux, on n'est pas jeune, mais on est responsable, on peut diriger le pays. Donc, on peut être un père de la famille. Et un père de famille n'est plus un adolescent immature ou un adulte impubère. Je ne sais pas si vous comprenez bien le groupe adulte impubère, parce qu'il a atteint l'âge de l'adulte, mais il n'a pas passé l'étape de la puberté où il doit subir les phases psychologiques nécessaires pour pouvoir être en mesure de discerner. Alors, est-ce que c'est cela, la société? Non. Les discriminations positives pour les femmes sont compréhensibles au regard des problèmes, des antécédents, de l'évolution de la société mondiale elle-même, du statut de la femme au niveau mondial et de son évolution. On peut comprendre qu'il y a une discrimination politique pour la femme, mais on ne peut pas être parti de femmes. C'est clivant. On ne peut pas être parti de jeunes. C'est clivant. On ne peut pas dire je suis le seul porteur de projets de jeunes. C'est clivant et ça manque de projets, ça manque d'initiatives, ça manque de posture, ça manque de... On a l'impression qu'il n'y a rien à faire d'autre, que vous n'avez aucun contenu sérieux et bon, vous appuyez sur la jeune, comme si c'est là-bas. Non. Un parti, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les vieux, c'est ce qu'on appelle les seniors. Oui. Hein? Je n'ai écouté personne parler du troisième âge, mais c'est un manquement. La réglementation sur le troisième âge est importante. Est importante. Parler du vécu du troisième âge. On a un ministère des Affaires sociales qui s'occupe du troisième âge. Oui. Alors, elle sait mieux, Madame Mewanou, comme ses collaborateurs, comme les anciens ministres des Affaires sociales, sous Yahi, sous Kérékou, savent que c'est important. Le troisième âge. Alors, si vous êtes jeune, comment vous allez être épanoui si votre grand-mère, qui vous a dorloté quand vous êtes enfant, est gringalée, il n'a pas d'assurance, il n'a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de maison de retraite, il n'y a rien pour ce monde. Comment vous allez être épanoui? Alors, quand j'entends, la législation doit aller dans ce cadre aussi et voir un peu ce qui existe et compléter. Donc, c'est du faux fuyant en disant je suis un parti de choses. La société, elle est entière, elle est globale. J'ai évoqué le troisième âge, je ne suis pas aller plus loin. Il y a même la question de la retraite. Le gouvernement fait des revalorisations, on peut aller plus loin.
sur d'autres aspects que la législature, qu'un bon parti de gouvernement pourrait pouvoir avoir dans son... Donc, c'est de courte vue de dire, je suis un parti de jeunes, c'est manque de projet. J'ai entendu ceux qui veulent tout raser, mais ils ne peuvent pas. Je l'ai déjà dit, il y en a qui ont déjà gouverné ce pays. Il y en a qui ont été députés, 4 ans, 8 ans, et qui disent qu'il veut changer. Mais il faut changer quoi qu'il n'ont pas eu le temps de changer. Légalement, c'est de la nappe. Donc, mais il y a eu de bons débats sur la question de la démocratie. Le débat sur la démocratie, moi j'estime que le contenu n'était pas mauvais. Le débat sur la sécurité et la défense, on voit qu'il y a des partis qui connaissent de quoi on parle parce qu'ils participent au gouvernement. On voit qu'il y en a qui sont totalement à côté parce que bon, ils ont leur voix à faire passer, ils le font passer, mais ça ne les rend pas responsables. J'ai écouté les débats sur l'éducation, j'ai écouté quelqu'un tirer à boulet rouge sur tout ce qui se passe, et railler à la limite les cantines scolaires. Apparemment, il doit avoir vécu lui à Cotonou, il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce que s'il comprenait, il saura que ces enfants-là sont heureux. Au lieu de les laisser aller rester ventre creux, au lieu de les laisser aller manger cuit et mal conservé ou bien mal livré aux poussières, oui. Et pour du pain, livré aux poussières et autres là, ce repas qu'on leur donne est déjà mieux. Moi, je pense que vous n'avez pas meilleur à donner aux gens et vous critiquez ce qu'on donne déjà. Et alors, donc, je ne sais pas quelle enquête a été faite, mais j'ai écouté des choses normalement qui sortent de l'ordinaire. Donc, voilà un peu, moi, ce que je dois. On parle de législature. On ne parle pas de gouvernement. On parle donc de parlement. Certains candidats à l'élection présidentielle de 2026. Je pense que oui, les législatives prochaines renseignent en même temps sur les présidentielles de 2026. C'est vrai, parce qu'on sera à 3 ans de la présidentielle et les résultats d'aujourd'hui vont impacter la présidentielle, c'est sûr. Mais on est aux législatives. Il faut parler de ce que vous allez faire en termes de voter des lois, consentir l'impôt à travers la loi des finances et contrôler l'action du gouvernement. Voilà tout ce qu'on vous demande. Alors, vos lois vont impacter quel secteur? Pour changer quoi fondamentalement? Voilà la question. Il y en a qui ne comprennent pas. Sur l'éducation, j'ai écouté beaucoup de choses. J'ai très peu écouté l'adéquation formation-emploi. J'ai très peu écouté l'adéquation formation-emploi. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, les efforts du gouvernement en matière de l'enseignement technique et professionnel sont... Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut faire mieux que ce que je fais là. Maintenant, c'est au parti qui ne participe pas au gouvernement de dire non, on peut faire mieux, voilà de concret. Mais il critique ce qui existe, il n'a pas quoi de concret. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il critique ce qui existe, il n'a pas quoi de concret. Il leur faut apporter du concret. Nous allons inverser. Quelqu'un dit la loi d'orientation nationale date de telle personne, d'accord. Mais après, vous avez dit quoi concrètement pour changer cette loi? Et vous allez changer quoi de manière concrète dedans? Pour changer quel statut? Pour qu'on quitte ici, pour aller à où? Du point de vue indicateur. C'est ça, il faut dire. Donc, il y a beaucoup de rhétorique, il y a beaucoup de lamentation, jérémiade, d'invectives. Il n'y a pas encore de véritable projet de législation. Et donc, je pense qu'il y a encore une semaine pour le faire, mais j'avoue que c'est intéressant ce débat, parce que ça montre les limites de notre classe politique. Et il y en a énormément. Ça montre l'état de notre classe politique. Et il y en a. Notre classe, ils ont un problème de culture. Ils ont un problème de culture, de connaissance. Les gens viennent dire beaucoup de choses, des trucs qu'on ne doit pas dire à ce niveau-là. Et ça, on ne peut pas leur faire le reproche parce qu'apparemment, c'est leur limite. Ça pose un gros problème de l'offre aujourd'hui en matière politique. Je pense que c'est beaucoup d'élus, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus en la matière. Et les 7 là qu'on a, je pense qu'on n'a pas de meilleur, on n'a pas de bon, à mon humble avis, que 3 ou 4 en termes d'offres sérieuses. Le reste, il complète et ça vous permet de dire on a des élections inclusives. D'accord. C'était ainsi votre appréciation des différents débats, 4 débats d'ailleurs. Et vous avez tantôt parlé qu'on ne va pas demander aux partis politiques déjà la première semaine de faire sortir leurs ressources. Déjà la deuxième semaine qui commence aujourd'hui, s'il faut le dire. Et après, on va finir avec les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il faut dire que ça va ressembler à cette semaine qui vient de s'achever?
Après, on va finir avec les fêtes de fin d'année. Là, on est le 30. Donc, oui, il y a les fêtes de fin d'année, effectivement, qui ont joué, qui, à mon humble avis, jouent. Mais ce n'est pas le seul déterminant. En dehors des fêtes de fin d'année, il y a beaucoup d'offres communicationnelles aujourd'hui qui n'est plus les grandes parades. Les grandes parades ont un coût. Le financement occulte, la fin du financement occulte des partis et des élections fait que chacun est obligé de rester dans ses moyens. C'est vrai, la loi permet à chaque député, à chaque candidat de dépenser jusqu'à 3 millions. Oui. Alors, si chaque candidat peut devenir, c'est 3 millions ou 30 millions 30 millions. La loi permet à chaque candidat de dépenser jusqu'à 30 millions pour faire sa campagne. D'accord. Mais vous allez dépenser 30 millions fois 109. Est-ce que vous en avez? Tout le monde en a les moyens. C'est sûr que c'est 30 millions. Donc, oui, c'est 30 millions. Donc, vous dépensez 30 millions par candidat. Est-ce que vous en avez? Combien de partis ont ces moyens-là? Parce que vous devez donner quand même l'origine. Ça peut être en don, en lait, en cotisation. Mais vous, d'abord, aucune cotisation ne peut permettre de faire campagne. Donc, avec quoi vous allez faire cette campagne? Il faut justifier l'origine des fonds. Ce n'est pas évident. Donc, les caravanes, là, avant, personne ne fait attention. Aujourd'hui, on est en temps de redevabilité. La Cour des comptes est là, attend, tranquillement. Elle a déjà formé ces gens. Elle est prête. Donc, vous devez tenir. Et la cliente attend aussi. Alors, le procureur attend. Quand on le saisisse, au cas où il y a dérive. Le code électoral l'a dit. Quand c'est comme ça, vous faites attention. Et les médias en ont parti, parce qu'avant, quand il y a élection, les médias, on ne leur permet pas en termes de communication. Aujourd'hui, vous voyez, c'est la fin des caravanes, ou bien la limite des caravanes influence également les médias, qui n'ont rien aussi dedans. Parce que les candidats ont retourné leur manière de faire. Donc, est-ce que la deuxième semaine sera meilleure? Un peu. Il y aura sans doute quelques meetings. Il y aura sans doute quelques grands rassemblements. Mais ne vous attendez pas, peut-être les 2 derniers, les 3, mercredi, jeudi, vendredi. Peut-être, je dis peut-être, le 4, le 5, le 6. Peut-être que ça donnera lieu à quelques animations ici et là. Mais ne vous attendez pas aux shows des années précédentes. Elles sont terminées. Ils sont terminés, ces shows, parce que la loi est passée par là. Les exigences de redevabilité sont passées par là. Ce n'est plus comme avant, où vous pouvez dépenser de manière incontrôlée, sans être obligé de justifier. Parce que même si la loi l'a prévu, on ne contrôlait pas réellement. Oui, mais il y a certains téléspectateurs qui pensent que c'est parce que nous sommes en période de fête qu'il n'y a pas cette ferveur de la campagne. Et qui pensent que c'est peut-être après les fêtes que oui, la campagne médiatique comme on le faisait auparavant. On verra bien. La fête, c'est déjà dimanche. Bon, lundi, mardi. Bon, donc, c'est pour ça que j'ai poussé jusqu'à vendredi, jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui. Déjà, le premier, c'est la fête. Le 2, on est déjà au boulot. Même si les gens reviennent pour fêter encore le 2 au soir, fêter le 3 au soir, je pense qu'après, il faut qu'ils finissent. On va pas fêter indéfiniment. Non. Le mois de janvier, c'est 31 jours. Il y a 31 jours de chômage. Enfin, il y en a 2. Il y a le premier et il y a le 10. Bon, donc les gens vont peut-être attendre le 10 pour faire les religions endogènes. Mais en attendant, il faut travailler. Oui. Je pense que les fêtes, je l'ai dit au départ, il y a la période des fêtes qui joue, sans doute. Oui. Parce que le gars, il va d'abord penser à son ventre avant de penser à l'élection. Mais après, parce que la fête ne vient qu'une fois par an. Mais ça, c'est déjà un acquis. C'est déjà votre famille. C'est déjà quelque chose qu'on ne sait pas si on peut encore l'avoir. L'élection, c'est pour élire les autres. Oui. C'est pas vous nécessairement. Alors, le gars dit, mais si l'élection est pour élire les autres, pourquoi moi, je ne vais pas passer mon temps à m'occuper d'eux? Et même les campagnes, les candidats aussi, c'est que quand ils vont passer le temps à faire des meetings aujourd'hui, les oreilles des gens sont déjà ailleurs. Oui. Leur pensée est ailleurs. Mais est-ce que pour autant on aura les grands rassemblements, comme on l'espère, des grands caravanes, la ville animée? Je ne pense pas qu'on puisse les avoir comme les années précédentes. Même on les aura, peut-être, mais pas comme les années précédentes. Comme je vous l'ai dit, je donne rendez-vous pour les 4, 5 et 6, et on verra bien s'il y aura d'animation. Il y en aura quelques-unes, mais pas vraiment la grande artillerie que vous attendez. Peut-être qu'il faut attendre vendredi 6, les dernières heures, pour que certains sortent là. Parce qu'ils se disent, en sortant la grande artillerie vendredi, il n'y aura plus de
personne ne peut nous contrecarrer parce qu'aussitôt, il y a le calme du samedi et l'élection du dimanche 8. D'accord. Nous allons passer... N'oubliez pas que le dimanche 8, c'est le dimanche de l'Épiphanie, Oui. qui se fête par ici, à Porto Novo et dans certaines familles. Donc, comme les gens parlent d'élections festives, je pense que à Porto Novo, avec les rois mages, puis à Cotonou, et partout, les gens fêtent l'Épiphanie, une très vieille tradition. Moi, j'ai grandi dedans et pour nous, c'est toujours un moment attendu. Hein. On l'attend mieux que le 1er janvier. Donc, bon, peut-être que la fête aura lieu après les élections. Hein, quand on aura fini d'aller mettre le bulletin dans les urnes, on fera Épiphanie dans la ville de Porto Novo et dans les environs du sud ici où ça se fête de manière sérieuse. Voilà. D'accord. Nous allons passer à un autre pan du sujet. Nous savons que la HAC est l'organe de régulation des médias au Bénin, mais nous avons constaté que c'est plutôt la Cour constitutionnelle qui a organisé la formation des journalistes. Est-ce qu'il y a un conflit d'attribution, selon vous, entre la HAC et la Cour? Je pense qu'il y a un peu de redondance. Je l'ai déjà dit une fois. Les journalistes font l'objet d'attention, de formation. Je ne sais pas, ils ont besoin d'autres choses. Ils n'ignorent pas le code électoral. Ils sont pas, c'est pas des illettrés. Hein, c'est pas des débiles illettrés non plus. La plupart des jeunes aujourd'hui qui animent la profession sont des diplômés des écoles de journalisme. Donc ils savent lire une loi. Et ils savent lire quelques articles de loi. Ils peuvent lire le code électoral. Ils ont lu la Constitution. Hein, on leur a appris, ils ont appris un peu les institutions du pays. Donc ils savent le rôle de chacun. C'est pour ça que je disais dans un post hier pourquoi devrait-on former les journalistes? On ne les forme pas, on les renseigne. C'est les sciences d'information qu'on appelle sciences de formation. On leur lit le code électoral. On leur lit ce que les peut faire. Ce n'est pas une formation, ça. La formation, c'est pour acquérir des capacités, des aptitudes. Une information, c'est pour avoir des connaissances. Hein? Une compréhension d'une situation. Alors, les gens font des sciences de sensibilisation, j'appelle ça des sciences de formation. Pour moi, ni la Sénat, ni la Cour constitutionnelle, ni la Cour suprême, aucune institution n'a formé les journalistes. Les journalistes devraient se former, s'informer, être prêts à faire leur travail. Ils ont besoin plutôt d'autres choses. Ils ont besoin de moyens. Des moyens de manière pérenne. L'entreprise de presse, il faut donner les moyens. Les sous qui se va former pourraient servir à équiper les entreprises de presse, à mon humble avis. Pourquoi ne pas entrer avec l'entreprise et voir dans quelle mesure déployer des journalistes sur le terrain, dans quelle mesure créer un lien entre les correspondants, les coordonnateurs d'arrondissement, les coordonnateurs les points focaux des communes, avec les journalistes ou les entreprises. Voilà ce qui aurait pu. Mais les séances de formation, à mon humble avis, moi je ne rentre même pas, je ne veux pas rentrer dans des conflits d'attribution, de conflits de ci ou de ça. C'est pas mon rôle, je suis pas... je laisse les institutions ont leur cadre de concertation, donc je ne veux pas savoir. Mais j'ai dit qu'il y a redondance. Et les journalistes n'ont pas besoin d'être formés par les élections. Et s'ils ne sont pas capables de lire le code et de comprendre, je trouve qu'ils n'ont pas leur place sur le terrain. Et ce n'est pas une journée de formation en griffe qui les donnera les conditions de couvrir. Je pense, comme je l'ai dit, qu'il leur faut plutôt un encadrement différent. Il faut de la gestion, comment mutualiser les moyens pour pouvoir être plus efficace les jours des élections. Des pôles d'information où ils peuvent être sûrs qu'arriver là, ils ont des personnes ressources pour leur donner des informations. C'est des personnes ressources que les médias ont besoin. Donc, comment avoir des personnes ressources pour avoir de la bonne information le jour du vote? Voilà ce dont on a besoin, à mon humble avis. Mais bon, vous savez, comme ces formations donnent lieu aussi, comme dirait Mathieu Kéréko en 2004, à des petits bouts de pain ou à quelques pièces ou feuilles comme du perdième. Bon, ça permet aux gens quand même d'aller à cœur joie et d'être heureux, même s'ils n'ont pas perdu, ils mangent et ils sont tout heureux. Un repas chaud par-ci, ça fait aussi plaisir. Hein? Non, je pense qu'il faut qu'on soit plus rationnel. Ça montre aussi la fragilité des médias. Ce n'est pas aux autres de les former, c'est à eux de s'auto-former. Ouais. D'accord. Agapit Napoléon Maforican, nous sommes au dernier numéro de questions électorales de l'année. Vous avez un mot? Non, c'est pas moi. Vous savez, moi, je ne rêve pas comme vous. La question électorale de l'année, la question électorale se poursuit. Donc, pour moi, l'année n'arrête pas la question électorale. Donc, la vie se poursuit, moi. Super.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Questions électorales avec pour sujet campagne médiatique une semaine après, que retenir. Vous pouvez suivre à nouveau ce numéro après Parole aux partis politiques qui sera diffusé juste après l'édition de 13h. En attendant, joyeuses fêtes, portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne année.